me nomme Valentin Collin, vous écoutez L'Autre Voix et aujourd'hui je vous propose un format un tout petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire qui est plutôt une conversation avec Aurélie ici présente qui justement va pouvoir dérouler. En fait ça s'est passé on va dire à la suite d'une rencontre qu'on a pu faire avec une connaissance en commun. Et puis, en fait, on a pu échanger lors justement de cette rencontre-là, où d'ailleurs j'étais allé on va dire chez Aurélie pour enregistrer, on va dire, un lot de podcasts justement qui seront diffusés ici. Et puis on a pris le temps aussi d'échanger un petit peu sur nos parcours respectifs et trouvé ça intéressant de proposer son avis, son retour, notamment sur une thématique. Et la thématique d'aujourd'hui sera, comme il est noté dans le titre a priori, la mort et la vie. Et on va voir pourquoi. Et puis qu'on échange tout simplement, que ça soit peut-être moi m'impliquer un peu plus dans ce que dans des choses que j'ai pu vivre, et puis aussi en profiter pour avoir tout simplement le retour aussi d'expérience de Aurélie. Aurélie, bonjour. Bonjour Valentin. Donc, je pense qu'on va commencer par des petites... d'habitude, je présente. Là, on va changer un petit peu la chose. Alors, peut-être sur plusieurs critères. Qui tu es, même si c'était une vaste question. Qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu proposes? Et puis, dans un troisième temps, on ira sur, on va dire, le thème de l'épisode. Ok, ça me va. Donc, je m'appelle Aurélie, comme tu l'as énoncé en présentation. Donc, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement psychocorporel, où j'accompagne des personnes à cheminer vers leur mieux-être. Mais j'accompagne plus spécifiquement les parents qui ont perdu un bébé. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement autour du deuil périnatal. Voilà. Et donc, je suis aussi maman moi-même, maman d'une petite fille qui a 4 ans et demi. Mais j'ai également 2 enfants qui sont déjà partis, on va dire. Donc, une petite Léonie qui était née en 2013 et qui est partie à 2 mois de vie. Et un petit Raphaël qui est aussi dans les étoiles et qui est parti à 5 mois de grossesse. Donc, ça, c'est pour la partie maman et mamange, on va dire, comme on appelle généralement. Donc, tu as déjà fait la transition avec ce qu'on voulait parler. On va dire, les gens vont voir un peu où on vient. En fait, je voulais amener un peu de perspective parce que là, dernièrement, sur la début d'année, personnellement, il y a eu des connaissances, on va dire, alors c'était pas de la famille proche ou des amis proches. En tout cas, c'est des personnes que j'ai connues. Alors, j'aurais plusieurs choses tout à l'heure à évoquer, mais et 3 personnes, 3 connaissances. Il y en a une, c'était en octobre. Il y a une autre personne, c'était début janvier. Et là, pareil, une autre début janvier. Bref. Et je me suis dit, en fait, il y a des choses que j'ai jamais évoquées ici, et souvent, c'était pour amener un petit peu de perspective des fois dans nos problématiques quotidiennes, parce que je trouve que de la mort, on va dire, ça fait partie pleinement de la vie. S'il n'y avait pas la mort, on ne saurait pas qu'on a envie, forcément. Et puis, de se rappeler aussi, il y a un adage latin qui dit memento mori, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut ne plus être là. Et je trouve que des fois, de nos petites problématiques, j'ai pas réussi ça. Ouais, mais t'imagines, si je fais ça, je vais l'échouer. Oui, d'accord, mais proportionnellement, est-ce que c'est quelque chose qui peut être futile par rapport, ou en tout pas futile, mais tout du moins relativisé par rapport à la situation? Donc, déjà, voilà, pour aller toi sur tes expériences de vie, un petit peu raconter, même si tu l'as décrit, mais comment ça s'était passé, comment tu l'avais vécu toi à ce moment-là, peut-être commencer au départ quand finalement tu étais entre guillemets, tu as eu tout simplement un bébé. Notre premier bébé, on va dire, est arrivé très vite dans le sens où j'avais arrêté la contraception et un mois après, il y avait cette grossesse qui se présentait ici. Donc,
Donc oui, c'est arrivé assez vite. Donc malheureusement, en fin de grossesse, il s'est passé que j'avais perdu les os bien avant le terme, en fait 1 mois et demi à peu près avant le terme. Et donc dans ces cas-là, on est hospitalisé, on est suivi, et voilà. Et malgré toutes les échographies qui avaient été faites, il n'y a pas eu de prise de conscience que le bébé avait un souci, parce qu'en fait Léonie est née avec une atrésie de l'œsophage, mais qui a été détectée vraiment à l'accouchement en fait. Et du coup, une malformation. Voilà, c'est une malformation au niveau de l'œsophage, en fait, c'est pas relié. Voilà, donc après, il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette malformation, enfant ou bébé en tout cas, et puis qui vivent très bien aujourd'hui. C'était pas la cause de son décès, cette malformation. Si on veut aller dans la cause du décès, ça a été une infection en fait qu'elle a contractée à l'hôpital. En fait, on attendait qu'elle dépasse les 3 kilos pour pouvoir être opérée de son atrésie. Comme elle est née un peu avant, elle faisait pas les 3 kilos. Et donc, malheureusement, elle a attrapé cette infection et qui l'a emportée en 1 semaine de temps, en fait. Ok. Et du coup, après, comment ça s'est donc, vécu déjà pour toi, puis aussi pour le couple au passage? Donc, déjà, toute la partie quand on est en néonate, c'est vraiment un lieu où on est comme dans une bulle et où en plus on est là en tant que parent, mais en même temps il y a tout ce poids médical qui est là autour, et puis c'est nécessaire bien sûr pour garder en santé et en vie les bébés, mais bon, déjà on se sent un petit peu on se sent pas maître de la situation déjà de base dans cet espace. Et également, quand là, il intervient des difficultés avec le bébé, ou sa vie s'emballe, en fait, où on sent qu'il est plus, que la vie est plus sur le déclin que sur la remontée, on va dire. Déjà là, c'est très, très impactant, et on a des émotions vraiment en dents de scie. Et quand elle est partie, moi, j'ai vraiment senti, moi, physiquement et corporellement, le moment où elle est partie. Je pense qu'on a vraiment un lien maman-bébé très, très important. Et d'ailleurs, en discutant avec beaucoup de mamans, ce lien est assez présent. Souvent, les mamans ressentent aussi dans leur corps quand le bébé s'en va, en fait, plus ou moins chacune à leur manière. Voilà, mais ce qui est très, très difficile, c'est vraiment l'annonce où on vous explique que votre bébé s'est éteint, quoi, et que c'est terminé. Il y a une espèce de bulle qui éclate, où on se prend la nouvelle en pleine face, un peu, si je peux dire. Et où en plus, donc déjà nous en tant que parents, on vit ça, mais en plus, il faut annoncer à l'entourage et à la famille. Donc, en étant dans cet environnement, en plus, on a le rôle d'annoncer à notre famille ce qui se passe. Donc, tu revis le truc limite à travers souvent, il y a la période où tu te dis, c'est pas possible. Et on te dit l'annonce, tu sais que on va pas rigoler avec ça, c'est sûr, mais que en même temps, quand toi tu vas le redire et le repartager, derrière, tu revis un petit peu tu retouilles un peu la douleur au passage, quoi. C'est ça, et puis c'est un peu comme s'il y avait de l'émotion qui se surajoute à l'émotion, en fait, parce qu'il y a nos émotions, mais il y a aussi la projection des émotions des autres qui se mettent là. Et en même temps, notre corps a vraiment une faculté à se protéger. Et de toute façon, au début, dans les étapes du deuil, s'il y a le choc et le déni, c'est bien pour nous protéger, parce que l'annonce est tellement intense au niveau corporel que le corps il se met en mode un peu robot, je dirais, au tout début, pour faire face en fait à cette réalité qui est là devant soi, quoi. Oui, souvent on se dit faut laisser la place. Non, pas toujours, parce que justement si tu laissais que la place, tu resterais au fond de ton lit sans bouger. Donc effectivement, en tout cas pour en détail, j'ai pu le vivre aussi, et tu te dis, il y a des fois, je pense que c'est un mécanisme aussi naturel. Tout à fait. Déjà au départ, pour tout simplement, comment je pourrais dire ça,
vivre le truc, mais sans te paralyser ou sans te traumatiser et rester bloqué un petit peu là-dessus, quoi. Oui, c'est ça, c'est le corps qui est un peu en mode de protection, donc un peu en mode finalement robot, je dirais, ou zombie, enfin je sais pas quel mot, Ouais. mais, mais Mm. où il va aller faire les tâches, enfin ce qu'il doit faire un peu, mais de façon Mécanique. mécanique en fait, c'est ça, c'est puisque la réalité est tellement incroyable. Mm. euh, et ben il y a une forme de je sais pas, oui, de déni en tout cas qui est là, ou enfin voilà, enfin pas de déni parce qu'on connaît la réalité, mais quelque chose qui se fait un peu en mode automatique de Mm. survie, tout simplement, hein. Ok. Et donc du coup, ça s'est passé un petit peu l'entre-deux entre justement cet événement-là, puis ensuite ce deuxième événement personnel. Donc, suite à cet événement, moi, j'ai essayé d'aller un petit peu voir quand même des thérapeutes pour m'aider quand même Mm. pour ce que je vivais intérieurement. Donc, c'est passé un peu par, oui, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de l'homéopathie. Voilà, moi, je suis assez branchée médecine naturelle, mais ça appartient à chacun. Parce que la seule chose qu'on me proposait par rapport à ce deuil, en fait, c'était de me donner des traitements C'était presseur. médicamenteux, en fait, Ouais. pour mettre voilà, un peu une cloche sur ce que je vivais. Et puis moi, j'avais pas du tout envie de ça. Voilà, donc je suis allée voir les personnes qui m'intéressaient, on va dire, et qui m'apportaient des choses. Et par contre, quand je suis retombée enceinte, donc pour la grossesse de Raphaël, ce qui a été très difficile finalement, c'était pas le fait de la grossesse ou de retomber enceinte ou de faire les suivis, mais ça a été vraiment pour moi le plus difficile, l'annonce quand on a fait l'écho morpho des 5 mois, où là on m'a dit que le bébé avait un ensemble polymalformatif non viable. Et Mhm. là, ça a vraiment fait le deuxième gros choc corporel et émotionnel, où je me suis dit, une deuxième fois, je vais revivre la mort de mon bébé. En fait, Mm. en fait il n'était pas viable, je savais qu'il ne pouvait pas vivre. Donc voilà, enfin, nous, avec mon mari, on s'était dit que ça servait à rien de poursuivre cette grossesse, étant donné que le bébé n'allait pas survivre, en fait. Mm. Mm. Euh, et du coup, ça a été vraiment là un deuxième choc parce qu'encore une fois, bon, et puis l'entourage qui dit oh, mais de toute façon, voilà, vous avez déjà traversé quelque chose, là, ça va bien se passer. Enfin voilà, il y a tout le positif autour Oui. voilà, la grossesse et puis surtout la projection d'une naissance. Mm. Et là, quand ça vous arrive comme ça une seconde fois, vous dites mais c'est pas possible, le sort s'acharne en fait. Mm. Qu'est-ce qui se Mm. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, sur le côté, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pas parce que tu as vécu une fois peu importe une forme de deuil en tout cas, alors que ce soit la mort d'un proche, d'un être vivant, ou un deuil aussi professionnel, personnel, changement de situation, parce que ça rentre là-dedans, que forcément, alors oui, t'as développé certaines ressources, mais ça n'enlève en rien le challenge que ça apporte quand même, quoi. C'est pour bien faire la différence. C'est nouveau, vu qu'en plus, là, c'est un autre être en plus. passe. Donc, et juste, du coup, entre les deux grossesses, il y avait eu combien de temps de différence? Eh bien, Léonie était décédée en 2013, en août 2013. Et l'interruption médicale de grossesse pour Raphaël, c'était en mars 2015. D'accord. Et Mais puis, c'était à combien de mois de la grossesse, là? au 5e mois de grossesse. 5, ok. Et, ok. Et entre on va dire, tu avais pu faire déjà ton chemin en 2013, entre 2013 et 2015 sur, on va dire, à peu près 2 ans, où c'était encore bien présent. Parce que, Alors, pour moi, c'était quand même encore bien présent, hein, et d'ailleurs, Léonie est toujours présente, hein, pour moi aussi Hmm. aujourd'hui, hein, et voilà, hein, c'est des cicatrices indélébiles, on va dire, hein. On transforme les choses, mais ça reste. Et en fait, entre les deux, j'avais pas encore vraiment fait un cheminement
très profond, en tout cas intérieur. J'avais beaucoup attendu peut-être des choses de l'extérieur. Et en fait, pour aller un peu plus loin, après le départ de Raphaël, en 2016, parce que j'avais aussi fait, on va dire, 3 fausses couches entre Léonie, Raphaël, puis après Raphaël. Hein. Et j'ai décidé d'arrêter à un moment donné, de faire une pause. Je voulais plus être enceinte, en fait. Je voulais faire une pause, en fait, pour vraiment me retrouver, essayer de savoir ce qui était juste, en tout cas, pour moi. Et malheureusement, fin 2016, j'ai vécu le départ et le décès de ma maman. Et par contre, ce décès-là, ce deuil-là, j'ai vraiment, vraiment pris conscience qu'il fallait que je change les choses, que je transforme des choses dans mon corps et dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, où je me suis dit, là, Aurélie, tu n'as plus le choix. La vie te met face à la mort plusieurs fois. Et en plus de ça, l'été avant le décès de ma maman, on avait eu un grave accident de voiture avec un motard qui était aussi décédé. Donc, j'ai eu 4 expériences de deuil, et en tout cas d'être proche de cette mort, qui m'a fait comprendre que là, il fallait que j'écoute un peu les signes là qu'on me mettait sur mon chemin, ou en tout cas, il fallait que je prenne conscience de ce qui se passait réellement pour moi dans la vie là, et que j'agisse enfin différemment. Et donc, c'est de là que j'ai voulu enfin entamer une formation qui me plaisait vraiment. Et je me suis dit, mais arrête de faire des choses dans ta vie qui ne te conviennent pas, arrête de dire oui à tout, ose un peu dire non, et surtout fais des choses qui te font plaisir. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que à partir de ce moment-là, si je faisais pas des choses pour moi et qui correspondaient vraiment à mon être profond, en fait, j'allais continuer comme ça de vivre des choses dramatique. Alors, ok, ça ne touchait pas mon être à moi. Moi, j'étais pas malade, je suis pas malade, voilà, tout va bien. Ça touchait indirectement, quoi. Mais ça impacte quand même émotionnellement, et toutes les émotions qui sont en soi, il faut arriver à les sortir pour pas attraper soi-même quelque chose, on va dire. C'est ça qui est je trouve, du moment où c'est comme des polarités. Hein. Si tu te challenges pas personnellement, après, encore une fois, je peux pas le prouver ou le démontrer. Hein. C'est des expériences, c'est de l'empirisme. C'est vraiment, si tu te challenges pas toi, la vie te challengera, en fait. C'est toujours comme dans un aimant, il y a le plus, il y a le moins, il y a le haut, il y a le bas, il y a la nuit, il y a le jour, il y a les saisons, etc. Et on va dire, tout va être changement. Il y a des fois, tu vas dire, ouais, mais alors évidemment, hein, on aimerait que ça soit toujours bien, que ça aille toujours dans notre sens, que tout le monde aille bien, etc. Sauf que c'est aussi de se dire, ou comme de dire, j'ai envie que tous mes proches aillent toujours bien. Non, mais en fait, on sait de facto, c'est j'aime bien cette expression, alors un peu glauque certes, mais qui parle bien, c'est la vie est un jeu dont personne ne sortira vivant. Tout à fait. Et ça, on le sait. Alors, dans nos sociétés aussi, on vit la mort parce qu'on n'a pas forcément appris, et puis on l'a vécu comme ça, où la mort égale tristesse, la mort égale où on va se mettre dans des états très désagréables personnellement, c'est sûr. Tu vas dans d'autres cultures, notamment il y a une histoire que j'avais entendue d'une personne comme ça, qui se balade, alors il est dans les rizières à Bali, une petite road trip en moto, etc. Et puis, à un moment donné, ils voient des gens qui font la fête. Alors, ils vont près d'eux et disent, on peut faire la fête avec vous. Ouais, alors, ils dansent, ils boivent, ils mangent, etc. Ils disent, c'est sympa ici, mais du coup, pourquoi on fait la fête? Ils disent, on célèbre la mort de machin. Ah, ok. Alors, tout de suite, les deux qui étaient d'origine française, ils commencent à tirer un peu la drogue. Ils disent, excusez, on savait pas, et tout. Et ils disent, non, mais justement, on honore son esprit, on honore sa vie, en fait, derrière. Et du coup, je trouve ça tellement plus cool, entre guillemets, il y a une espèce, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on le vit pas, on va dire consciemment, et qu'on le vit un peu par automatisme, parce que finalement, si on n'a pas été éveillé à ça, en tout cas, oui.
et ben, tu le vis un peu en genre, ah ouais, mais je ne pourrais plus la voir, cette personne, ou pour moi. Je pourrais plus lui parler, je pourrais plus faire ça avec je pourrais plus, je. Et bah alors, je sais pas si ta maman, c'était dans le cadre d'une maladie ou Oui, oui, d'un accident. c'était lié à un cancer. Mm. Donc voilà, encore plus les personnes qui, je trouve, hein, en tout cas, qui ont une maladie, est-ce que c'est bien qu'elles restent ici alors que tu sais qu'elles souffrent? Ouais. Parce que Ouais, c'est vrai, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin moi, mon regard sur la mort, il est complètement différent. Et c'est vrai que comme tu dis, d'avoir ce recul en fait, et justement ces prises de conscience, de se dire que, ben en fait oui, le contraire de la mort, c'est la naissance en fait. Voilà. Et en fait, dès qu'on s'incarne, dès qu'on est dans un corps, eh ben oui, on est susceptible de partir. Et en fait, aujourd'hui, ces cultures-là, comme tu le décrivais, elles ont plutôt raison. Parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, enfin, mon regard et par rapport au cheminement que j'ai fait, c'est vrai que pour moi, peu importe le temps de vie qu'on a sur cette terre, mais ce qui importe, c'est comment on le remplit, ce temps. Avec quoi? Et est-ce que on reste dans des contraintes, dans des obligations? Est-ce qu'on se limite? Est-ce on reste victime? Ou est-ce que, voilà? Ou au contraire, on dit, OK, bon, je ne sais pas combien de temps j'ai sur cette terre, mais voilà, je vais faire mon possible pour vivre le mieux, quoi, le mieux possible, pour m'émerveiller de la vie, pour juste profiter, en fait, et faire des choses qui nous plaisent, en fait, et arrêter de toujours, voilà, se restreindre. Et du coup, je trouve que c'est important d'avoir conscience de notre état de mort, parce que ça permet justement de faire des grandes choses. Enfin, j'ai l'impression. tu parlais justement de l'opposition mort et naissance, mais c'est aussi quand quelqu'un de proche, hein, parce que c'est toujours plus facile, entre guillemets, de dire ah ouais, bah, de toute façon, allez, pop, pop, hein, ça va bien aller. Ouais, bah, sur le moment, c'est pas le tout. Mais c'est aussi une naissance pour toi. Toi qui vis ça. Mais peu importe à quel, même si c'était ton père, ta mère, même si c'était des gens très proches de toi ou amis même, euh, eh ben, dans tous les cas, ça fera toujours une naissance. Et là, du coup, je vais prendre un exemple personnel. Tu vois, c'était en octobre 2022, du coup, j'avais la nounou de ma fille, qui, une personne que, à titre personnel, j'ai rencontré, j'ai discuté avec elle une seule fois. Mhm. Euh, et du coup, cette personne-là, ça faisait un mois à peu près, donc qui s'appelle Lise d'ailleurs, euh, qui s'occupait du coup de notre fille, notre bébé, etc. pendant un mois. Et puis un jour, bah, elle vient pas le matin sur parce que et puis pas de nouvelles particulières. Enfin, je veux dire, elle prévient pas forcément, alors que c'est une nana. Enfin, dès qu'elle avait une minute, 2 minutes de retard, ah excusez-moi, je vais être là, attends, je suis dans les bouchons, elle t'envoie une photo. Bref. Donc là, on dit bah tiens, c'est bizarre. Donc on lui laisse un message, etc. Bref. On appelle, on va dire, la société avec qui on passait pour la nounou, elle nous dit, bah, elle a eu un accident, elle est hospitalisée. On dit, bon, bah, voilà, ça, on ne savait pas plus. Et puis, bah, on apprend quelques jours après qu'en fait, elle était décédée. Du coup, elle s'est fait renverser par un camion. Et, euh, et ben, tu vois, l'impact que moi, ça a eu sur de son décès, ça m'a appris une chose qui est de dire que je l'ai vue une seule fois, cette personne. Elle avait 23 ans, en l'occurrence. Et bon, dans la vie, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle allait, elle connaissait ses projets, etc. Et moi, ça m'a des fois autant impacté qu'une personne que j'aurais pu connaître depuis des années, différemment, c'est sûr. Mais en fait, là, j'ai pris une grande leçon qui est de dire, c'est pas le temps que tu passes avec les gens qui compte, c'est comment tu les as impactés par ton énergie, ta manière d'être, euh, la relation que tu as eue à eux. Et moi, t'imagines, en un échange, c'est rien dans une vie, hein. Un échange, et pour autant, Mais même, parfois, excuse-moi, je te coupe, vas-y. un échange avec une personne, ça peut être beaucoup plus impactant que 20 ans avec une autre personne, par exemple. Ouais, c'est ça. Et c'était assez fou, justement, de vivre ça au-delà
En tout cas, à chaque fois, j'essaye d'en tirer des leçons et de pouvoir que cette vie-là ne soit pas vaine et que justement de pouvoir faire perdurer finalement ces enseignements-là, même si elle-même, quand on s'est parlé, n'en avait pas conscience, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'on voit que voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est un peu une phrase voilà, bateau, mais c'est tout à fait ça en fait. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc comme tu dis, le plus important c'est peut-être oui, qu'est-ce qu'on laisse ou pas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, enfin, j'ai une deuxième personne là, c'était en début janvier. On va dire que c'était en tout cas ceux qui écouteront l'épisode et qui le connaissaient aussi. Euh, donc, c'était un coach que j'ai eu. C'est un coach que j'ai eu au football américain qui s'appelle Bastien. Son surnom, c'était Coach Basile, d'ailleurs. Et du coup, pareil, c'est une personne que j'ai fréquentée pendant 5 ans c'est un club, du coup, à Besançon, au Bison de Besançon. Et je me suis dit, mais enfin, sur le coup, en plus, enfin, j'ai appris qu'il avait un cancer a priori en août 2022, et puis il est décédé début janvier 2023. Euh, et donc, moi, je savais pas en fait qu'il avait un cancer, parce qu'après, ils en parlaient sur les réseaux, notamment Facebook, mais moi, j'y suis plus, tu vois, j'y vais très, très rarement. Et puis, j'ai appris ça, en fait, tout en même temps. Et en fait, le cheminement, des fois, qu'on pourrait avoir, de se dire, bon, même si on le souhaite pas, évidemment, que quelqu'un, on se dit, bon, il est déjà dans un processus pas simple et il y a une issue qui est possible. Moi, j'ai pas fait le processus, c'est boum, j'ai la nouvelle. Ça fait quelques années que voilà, on se parlait plus forcément. On parlait de l'impact des gens. Et ben, c'est pareil. Ce gars-là, Bastien, il a impacté le monde du football américain, en l'occurrence, et tous les messages posts ou qu'il a reçus, etc. Moi, je me suis dit, et je pense que c'est une leçon là pour le coup, que je retiens très bien, euh, c'est de remercier déjà les gens qui ont eu un impact autour de nous. Attends pas en fait qu'il soit plus là pour dire hey les gars c'était un bon mec hein, franchement ouais enfin super mais il y a des gens déjà aujourd'hui qui ont impacté ta vie en tout cas moi je parlais à moi qui ont impacté ma vie. Je dis pas tous les jours et de me faire une liste et d'envoyer etc mais régulièrement de me dire c'est qui que le décès la mort c'est une prise de recul, mettre un stop et dire ok moi j'en suis où moi dans la mienne déjà Mm. de vie. Je sais pas ce que toi tu as vécu ou comment tu vois des gens qui. Oui, et ce que j'entends peut-être dans ce que tu dis aussi, c'est de ne pas attendre que les gens soient partis pour leur dire ben voilà ce qu'ils nous ont apporté ou ce qu'on ressent pour eux ou voilà parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils sont partis, bon, on peut toujours leur parler, on va dire énergétiquement, mais Oui. ça n'a pas le même impact que quand on leur dit voilà. De leur vivant, en fait, ce qu'ils nous ont apporté et en quoi ils sont importants pour nous. Et c'est vrai que souvent dans notre société aujourd'hui, on ne le fait encore pas assez, je trouve, de dire aux gens, même à des gens proches, on n'ose pas dire des choses. Alors, et ça peut être parfois un regret, une fois qu'ils sont partis, de ne pas leur avoir dit ou de ne pas avoir pris le temps de demander ci ou ça. Et ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important et voilà, des fois, ça me fait penser aux personnes qui sont beaucoup en conflit avec des personnes qui leur sont chères pourtant, et qui n'arrivent pas à faire le petit pas qui ferait que ces personnes iraient mieux en fait, et où leur relationnel s'apaiserait en fait s'ils disaient clairement les choses. Ouais. Je dis pas que c'est simple et facile, etc. hein. C'est simple, mais c'est pas facile. Voilà. En soi, c'est simple d'écrire, que ce soit une lettre ou un message ou d'appeler, etc. Et bref, voilà, je trouvais que ça permettait ça. Et puis pour parler plus, on va dire personnellement, du coup de mon parcours, donc j'ai vécu très classiquement, donc avec mon papa, ma maman, mon frère qui avait 4 ans de plus que moi.
Et moi, je suis né en 93. Et donc, on a vécu, on va dire, sur la tour de Besançon jusque après, dans les années 2000, enfin, en 2000 plutôt, bon, mon père et ma mère, ils se séparent. Bon, ok, j'avais quoi, 7, 8 ans. C'est dur. Bon, ça se fait, ça, on progresse, etc. Et puis en 2002, pardon. En 2002, il y a mon frère qui, au début, a une appendicite. Bon, ok, il se fait opérer, il revient à la maison. Mais quand il revient à la maison, on lui dit qu'il a des maux de tête assez fréquents, etc. Ma mère l'emmène à l'hôpital. Bref, à l'hôpital, ils lui disent, ouais, non, mais c'est bon, il a des migraines. Portez chez vous. Est-ce que je peux comprendre en certaines formes parce que bah, je pense qu'ils doivent en voir des vertes et pas mûres et puis ça continue. Donc, et évidemment, son pressentiment de maman que c'est un truc qui va pas. Et donc, voilà, ils font des examens et il se trouve qu'il a une tumeur au cerveau qui s'est développée et qui est, on va dire, très rapide. Et c'est ça qui est dingue, c'est que dans ma perception d'enfant, pour moi, cette période-là avait duré 2 mois, au moins 2, 3 mois, plusieurs mois, etc. On en a reparlé, on va dire, plus tard. Et en fait, non, ça a duré 2 semaines. Tu regardes la perception du temps et ça a duré 2 semaines. Donc, à un moment donné, c'était soit de l'opérer, mais il y avait 90% de chances que ça soit un légume à la fin, ou bah, tout simplement le laisser partir, ce qui était fait. Donc voilà, ça, moi, personnellement, j'avais quel âge? 7, 8, 9 ans. Et tu te rends pas compte, en fait. On te le dit, tu dis oui, ok, et puis moi, tu continues. Mais je reviendrai après sur l'impact que ça a eu sur moi. Et puis après, donc 5 ans passent, tu fais comme tu peux. Les parents, évidemment, enfin, moi en tant qu'enfant, mes parents, ils sont là sans être là en soi. Ils sont là et certes, ils veulent être présents pour celui qui reste, mais en même temps, ils ont des préoccupations des fois qui sont autres. Et puis finalement des réactions que je voyais, mais après coup que j'ai compris en tant qu'adulte. Et puis en 2007, c'est mon père qui, lui, qui travaille dans la police, et puis le matin qui va au travail, qui pour une fois se lève, je crois que s'oublie le matin et en retard, alors qu'il est une personne qui est jamais en retard. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Bon, j'ai pas irrité ça pour le coup. Mais bref, enfin, pour te donner un profil, c'est qui l'armée à 16 ans, c'est donc armé pendant 10, 15 ans. Ensuite, il a fait CRS, ensuite il a fait agent de sécurité, puis après police nationale, quoi. Donc c'était un qui lui d'ailleurs aussi avait perdu son papa dans un accident de voiture. Et là, par contre, pour moi, ça avait été plus dur parce que j'avais 14 ans à ce moment-là, 13 ans, 14 ans. Comme je dis, moi, ça m'a pris 10 ans, en fait. Ça m'a pris 10 ans de colère, alors même si je faisais des choses à côté. Et après, mon refuge à l'adolescence, hein, et même si l'adolescence a duré peut-être dure plus longtemps pour les garçons, mais c'était la musculation. Et tout le monde de l'extérieur voyait le, le mec, ah, c'est bien, il s'entraîne, c'est cool, il s'en sort bien, enfin, par rapport à ce qu'il a vécu. Parce que bon, le petit Valentin, tu sais, c'est de ce que j'entendais de l'extérieur. Il a pas eu trop eu de chance, donc là, quand même, il arrive à faire des trucs. Sauf que quand les gens voient de l'extérieur, dire, ah, c'est bon, il fait de la gonflette, s'ils me connaissent pas, bref. Sauf que, en fait, c'est ce que je dis, ça aurait pu être ça. Ça a été ça pour moi, mais ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être l'alcool, ça aurait pu être le tabac, ça aurait pu être le jeu, ça aurait pu être... Ouais, pour moi, c'était pareil, hein. C'était une forme voilà, une forme de libération par le sport, en tout cas de ce qui était là pour toi. Comme si alors à la base, je m'en souviens très clairement, hein, il y avait c'était me créer une carapace. Je me suis dit, moi, j'ai plus envie de revivre ça, ou en tout cas, si leur vie que ça m'atteigne plus, quoi, comme si tu mettais un blindage. Bon, bah, mon blindage, il a été corporel. Oui, ce blindage, voilà, j'allais dire, il était corporel avec la musculature qui se développait et donc cette protection qui se développait autour de toi. Voilà, c'est ça. Sachant que je suis passé on va dire, préadolescent un peu bouboule à quelqu'un qui faisait 80 kilos musclé, etc. Aujourd'hui, j'en fais 70. Donc, pour te dire que j'ai redescendu. Non pas que je m'entraîne plus, mais c'est que c'est plus les mêmes motivations qui sont derrière. Et même ma chérie, quand on s'est rencontrés, je m'entraînais, etc., elle me disait, t'avais un Valentin dans la salle de sport
Puis t'avais Valentin en dehors de la salle de sport. Elle dit que c'était deux personnes complètement différentes. Tu voyais le regard, tu voyais le truc, tu voyais une autre personne qui, bon, l'objectif premier, c'était de pas me faire du mal, mais entre guillemets, de me dire, bah, en fait, si moi je suis encore là et eux ne sont plus là, qu'est-ce qui fait que, moi enfin, je continue, en fait. C'est qu'il y a c'est quoi la raison, c'est quoi la cause, etc. C'était le mental qui cherchait à trouver des réponses. Pourquoi moi et pourquoi eux et pas moi? Quelque chose comme ça. Ouais, et puis c'est ça qui est intéressant après coup, hein. Sur le moment, ça, c'était pas. Mais moi, mon cheminement perso, c'est qu'un jour, on est allé dans un séminaire un peu de développement personnel, enfin de développement personnel, et c'était la thématique de la gratitude. On peut pas te dire ce qui nous a emmenés. On est allé à deux, hein, en couple, et puis, mais ça a été notamment la première fois où j'ai dit, en fait, j'ai remercié le fait euh, que ça soit arrivé. Non pas que je souhaite que ça réarrive ou que je souhaite à quelqu'un, mais en fait de voir ce que ça a pu m'apporter aujourd'hui, en fait. Ouais. Et je pense que la gratitude, même en total, c'est de voir les deux pôles, en fait. Ça m'a pas apporté que du mauvais. Je serais pas la personne qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cette expérience de vie-là. Et moi, je trouve que j'invite tout chacun, hein, c'est qu'aussi pendant l'enfance en général, jusqu'à nos 16 ans, le cerveau, il se structure. Le cerveau, il est pas mature, etc. Bon, c'est après coup que j'ai eu ça, pas sur le moment, mais et en fait, je dis en fait cette fameuse question-là de qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est là, eh ben, je pense que chacun, alors moi, c'est cette question-là, mais pour d'autres, ce sera autre chose. C'est en fonction de nos expériences de vie, en fonction de tout ça, et c'est de retirer finalement cette sagesse ou de ces événements, de voir ce que ça nous a apporté pour créer quelque chose. Tu parlais c'est le moment de faire ce qu'on a envie, de créer, de pas se mettre forcément de barrières. Et ben, je trouve que c'est d'utiliser ces ressources-là parce que un événement de vie ou le décès de quelqu'un, ça peut être la naissance d'un super truc pour les autres qui, eux, sont là. Oui, c'est vraiment ce que tu viens d'expliquer, hein, et cet aspect de gratitude là pour la vie, même pour les événements. Alors c'est sûr, on ne le fait pas tout de suite quand ça arrive, parce que quand ça arrive, on est déconnecté. Mais une fois qu'on a cheminé un petit peu autour des vécus, c'est sûr que d'être dans cette gratitude et de regarder au final, mais qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce qu'est-ce qui fait que cet événement fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vraiment de prendre conscience que en effet tout ce qu'on vit ça fait l'être et la personne qu'on est aujourd'hui. Et ben j'ose espérer que en tout cas moi j'ai l'impression pas qu'on est une meilleure personne, mais qu'on est peut-être plus à l'écoute de soi et des autres, qu'on arrive à comment dire, grâce à ces expériences de vie, à avoir des apprentissages, en fait. Mm. Ce sont finalement des passages dans la vie qui nous amènent peut-être aussi à être plus sages. Je fais un jeu de mots ici, mais je pense que ça nous apporte une certaine sagesse, en fait, de vivre ces événements qu'on pourrait dire traumatiques. Après, ce qu'on appelle traumatisme, c'est pas tant l'événement ou ce qui se passe concrètement, c'est la façon dont on vit la chose qui peut être. De mémoire, il y avait un livre que j'avais lu, pareil, bien après, qui n'était pas du tout sur le sujet. On m'a proposé d'aller voir un psy quand j'étais plus jeune, etc. J'ai toujours refusé. Enfin, même si j'en étais allé voir un peu par défaut, mais j'avais pas envie de lui parler en tant que tel. Et bien plus tard, j'ai appris qu'il y avait celui qui parle beaucoup, qui a démocratisé un peu la résilience en France, qui est Boris Cyrulnik, qui justement disait, en fait, si quelqu'un parle trop vite de ce qu'il a vécu, en tout cas de quelque chose qui l'a impacté de manière traumatisante, mais au niveau clinique, hein, je veux dire, et ben, c'était plus néfaste pour sa résilience, c'est-à-dire le fait de continuer à vivre avec ce qui s'est passé et puis bâtir des choses, parce que en fait la personne revivait
la chose, quand tu vas, quand tu parles à un thérapeute, quand tu veux exposer ça, trop vite en tout cas, en fait, tu revis la chose et c'est comme si on te remettait le couteau dans la plaie. Tout à fait. Et ça sera pas le plus agréable et donc tout ce qui est désagréable, forcément, l'humain, il cherche à le fuir. Donc, au bout d'un moment, il va dire, OK, je dis plus rien, fuck. Et du coup, je reste cloisonné, quoi. Surtout que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Mm. C'est-à-dire que dès qu'on va reverbaliser ou se remettre dans la scène qu'on a vécue, voilà, le cerveau, il va penser que c'est réel. Mm. Donc, en fait, c'est pour ça que ça peut être très difficile pour les personnes de parler trop vite du traumatisme, en fait. Il y a C'est, des étapes à passer avant de reparler du traumatisme en soi, enfin, du vécu, pardon, du vécu qui a été. et souvent, il y a eu des personnes veulent dire, oui, mais si c'est important, faut exprimer, faut y aller, faut truc. Pas toujours. Si la personne s'en sent le besoin, c'est OK. Et il y a des fois, il faut juste laisser le temps parce que il n'y a pas une manière de vivre un deuil tel qu'il soit. Il y a des manières de le vivre, hein. J'aimerais rebondir du coup maintenant sur comment se servir de ce mécanisme. Pas de se rappeler que la vie est courte parce que mentalement, on le sait. Mentalement, tu sais qu'il y aura une date de fin. Je sais pas si tu as des choses en stock. Moi, j'en ai une qui me vient en tête. C'est des petits ronds, en fait. T'as un carré qui représente plein de ronds et chaque rond représente un mois de ta vie, en gros. Un mois de tes 0 allez, on va prendre la moyenne ou même 90 ans. 90 ans. Après, on vous souhaite que ça dure plus longtemps que ça, heureusement. Mais en fait, tu prends le carré et te rendre compte que c'est pas infini. C'est pas moi je l'ai fait récemment et tu les coloris et tu coloris tous ceux qui sont déjà passés et tu te dis ah oui, d'accord. Donc là, j'ai fini le premier tiers. Puisqu'en plus moi j'ai 30 ans cette année. Donc je dis ah oui, d'accord, sur 90 ans, j'ai fini le premier tiers. Eh ben, il me reste ça, à peu près. Donc, ça peut être un bon moyen de se rendre compte visuellement, de se dire que ça peut être le moment de créer quelque chose ou même d'inspirer et se baser même sur la vie de ceux qui sont plus là. Tout à fait. Et c'est super ton exercice là d'ailleurs. Il est vraiment chouette. Et c'est vrai que bon, toi, tu as eu 30 ans et moi, j'ai passé les 40 ans là en Ouais. octobre 2022. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a fait aussi cet aspect-là de passage où je me suis dit, OK, potentiellement, une vie humaine, on vit plus ou moins les 80, 90 ans. Je me suis dit, j'arrive à peu près à la moitié. Voilà, symboliquement, hein, parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que de voir un petit peu ce passage du temps, cette ligne du temps, de voir un petit peu ce qu'on a parcouru dans notre vie, ce qu'on a réalisé, etc. Encore une fois, je trouve que ça permet vachement de prendre du recul et encore une fois de tendre un maximum vers ce dont on a envie et les choses qu'on peut pas trop changer ou trop bouger, de faire que ça aille le mieux possible en tout cas. Et ouais, non, mais complètement. Moi, il y avait une question qui, des fois, m'était posée. Alors, toi, peut-être qu'on te l'a posée, tu vas me dire. C'est comment tu t'en remets aujourd'hui? Sur quoi tu t'es appuyé personnellement parce que se dire, ah oui, mais moi, si je vis la perte d'un enfant, ça serait impensable, je pourrais jamais m'en remettre, je pourrais jamais le faire, ou même d'un proche. Alors déjà, moi, la première phrase qui me vient en tête, c'est je pense que tout ce qu'on vit, on est capable de le vivre. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais je crois que ça vient d'une culture aussi, d'un pays éloigné où j'avais entendu ça, c'est que tout ce qu'on vit dans la vie, voilà, on doit le traverser et on est capable de le vivre. Et je pense vraiment qu'on a une grosse capacité de résilience en soi. Et parfois, on se dit, s'il m'arrive ça, je vais jamais m'en remettre, etc. Mais moi, je crois profondément qu'en chacun de nous, on a des ressources insoupçonnées parfois qui émergent. Mais parfois, pour aller les connecter,
ben, il faut parfois se faire aider en fait et accepter qu'on a besoin d'aide à des moments de notre vie. Parfois, on n'en a plus besoin, on sent que tout est OK ou en tout cas qu'on n'a pas trop l'envie. Et à un moment donné, on sent qu'on en a besoin et que c'est là. Et pour ma part, moi, j'ai été accompagnée par une psychogénéalogiste. Donc, moi et mon mari, hein, pour travailler autour de la perte des enfants, ça nous a bien aidés. Mais c'est surtout aussi l'approche de la formation que j'ai effectuée en relation d'aide par le toucher, où j'ai été suivie par une thérapeute en parallèle, bien sûr, de la formation, et où je suis encore suivie aujourd'hui en thérapie psychocorporelle. Il m'a vraiment aidée parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être à l'écoute de son corps et de son intériorité pour cheminer en fait autour de n'importe quelle problématique de vie, que ce soit le deuil, que ce soit la séparation ou autre. Je trouve que revenir à soi, revenir au corps, voilà, c'est vraiment pour moi l'outil le plus merveilleux parce qu'en soi, on a toutes les réponses en fait. Et toutes ces réponses, il ne faut pas les chercher à l'extérieur. Pour moi, il faut vraiment aller les chercher à l'intérieur. Parce que chacun est le seul maître à bord. Et seuls nous-mêmes savons vraiment ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est pour ça que je trouve que les approches psychocorporelles ou même d'autres approches, mais où ils vont dans le corps, pour moi, en tout cas pour ma part, ça a été les meilleures façons de cheminer et de façon peut-être plus rapide que juste que par le verbal. Alors le verbal, ça peut être très bien, mais je trouve que ça suffit pas parce que ça reste dans le mental et le mental, il cherche à régler les choses. Mais si ça passe pas par le corps, pour moi, il n'y a pas de transformation dans la vie s'il n'y a pas de transformation dans le corps et inversement. Ça part du postulat de que nous ne sommes pas qu'une tête, nous sommes aussi un corps et puis un esprit aussi, et de pouvoir tu vois, en quelque sorte, moi je l'ai vécu par le corps, mais par la musculation, c'est ça qui est paradoxal. Ça m'a permis finalement de transformer quelque chose, même si j'en avais pas conscience, il faut l'avouer. Et aussi, je tiens à le dire aussi à chacun, c'est à son rythme. Moi, pour avoir vu, et notamment très proche de moi, des personnes qui ont vécu le même événement, selon eux, soit l'ont traversé, soit etc. Mais tu vois toujours l'impact en fait soit d'une maladie, soit de douleur, soit d'événements qui continuent d'arriver, etc. Et t'as beau amener vouloir, moi je l'ai voulu, des fois apporter des solutions. Ah, regarde, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, voilà un truc qui pourrait aider, qui pourrait marcher. Non, en fait, ne force pas les autres. Si j'ai bien appris un truc, c'est si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais si le moment ne vient jamais, il ne vient jamais. Et pour moi, c'est ça qui a été le plus dur à accepter, c'est que si des personnes proches de toi, de ta famille, tes amis proches, etc., et tu te dis putain, ça fait chier pour le coup tu vois qu'il reste un peu bloqué dans ce truc-là. Il y a des fois, il faut aussi se dire tu lâches et puis tant pis quoi. C'est ça. C'est vraiment chacun son rythme et chacun sa prise de décision en fait d'aller mieux ou pas, parce qu'il y a des personnes en fait qui souhaitent pas forcément aller mieux. Parce que ça fait aussi ce qu'ils sont en fait. Et de lâcher quelque chose, s'ils vont mieux, ils ont parfois des peurs en fait derrière ça. Il y a beaucoup de peurs quand la personne elle reste vraiment dans ses émotions, dans son comportement qui est toujours le même. Il y avait une fois, il y a un truc qui me vient, c'est quand tu prends le cas notamment de maman, c'est aussi de laisser partir et vouloir et continuer à vivre finalement ta vie, avoir d'autres enfants, continuer à construire des trucs, peu importe. C'est aussi, il y en a qui vont être bloqués par oui, mais si je continue de vivre, ou d'ailleurs n'importe qui, pas forcément les mamans, si je continue de vivre, ça veut dire que je n'ai pas aimé cette personne. Et c'est là aussi où c'est un cap, c'est dire non, ça n'a rien à voir. On peut avoir aimé cette personne et continuer de l'aimer, mais par contre, peut-être aussi de se dire, ok, mais cette personne-là, si moi c'était l'inverse qui avait été le cas,
qu'est-ce qu'elle me dirait, même si on discutait entre guillemets de soi à soi, hein, qu'est-ce qu'elle me dirait, elle? Est-ce qu'elle me dirait, oui, oui, bien sûr, continue à rester dans ta merde, c'est m'honorer de te faire du mal, de rester dans ta mouise et de ressasser le passé, ou construis quelque chose. Alors, si tu veux le faire en ma mémoire, j'en serais content, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Peut-être que moi, je suis plus là, mais il y en Bien a sûr. d'autres. Toi, tu es encore là, donc vas-y, fais des trucs, éclate-toi. Et aujourd'hui, moi, je le vois plus comme moi, que ce soit ma part, mon père ou mon frère, j'en ai un de chaque côté, entre guillemets, de chaque épaule, et de dire, bah, si j'ai besoin d'eux, bah, je peux solliciter. Alors, encore une fois, ça relève certes de la croyance personnelle, mais comme je dis, si une croyance, elle t'aide en tant que telle, même si elle est fausse, bah, écoute, hein, continue. Est-ce que toi, encore une fois, c'est pas tous les jours au quotidien, t'arrives pas à ouvrir une boîte, c'est que Mais c'est tout à fait, c'est vraiment, du coup, là, on vient vraiment sur les ressources personnelles de la personne. Là, Mm, toi, tes ressources, bah, par exemple, c'est de se dire, OK, moi, j'en ai un de chaque sur chaque épaule. Quand j'ai besoin d'eux, je peux leur parler, ça t'appartient. mm, mm, Et c'est ce que je dis aussi souvent aux personnes que j'accompagne. En fait, peu importe le regard des autres, si vous, ça vous fait du bien de penser ça et que ça fait de mal à personne, que ça peut être, j'en sais rien, des gens qui croient beaucoup aux signes ou des gens qui disent bah, j'ai l'impression qu'elle me parle dans le sommeil ou d'autres choses. Peu mm. importe, tant que ça fait pas de mal aux autres, mais que c'est bon pour soi. Finalement, c'est des croyances personnelles qui nous font du bien et qui nous font tenir aussi. Ça soutient dans le cheminement, en tout cas, toutes ces croyances ou ces façons de faire. Voilà. Tu disais, si la vie t'envoie une épreuve, et moi aussi, je partage cette croyance-là, c'est, si la vie, elle t'envoie une épreuve, c'est qu'elle sait que tu vas pouvoir la surmonter en tant que telle. Tu le verras peut-être pas sur le moment, tu te le diras certainement pas sur le moment non plus. Moi, je me suis pas du tout dit ça. Ça m'a pris, comme je disais, plus de 10 ans, hein. La brèche, une fois qu'elle est ouverte, c'est comme tu dis, c'est une cicatrice en tant que telle. Une cicatrice, ça reste présent, et c'est comme une marque du taureau, une marque de la vie, une marque de tes épreuves, mais c'est pas un truc pas beau, au contraire, c'est quelque chose. Moi, je trouve qu'on devrait aussi dire bah ouais, ouais, j'ai ça effectivement, et mais c'est pas en tout cas une plaie qui continue de pisser le sang et puis t'as mis un pansement dessus. C'est C'est parce que vraiment ça marchera pas. la métaphore de la cicatrice. Enfin, je trouve qu'elle est très parlante parce que c'est vrai que voilà, ces vécus là de deuil, voilà, d'épreuves un peu traumatiques, des choses qui se passent comme ça. C'est vrai que c'est l'image de cette cicatrice qui au début est vraiment douloureuse, ouverte, une plaie, voilà, Ouais. qui est là, qui est très difficile à contrôler. Et petit à petit, on la guérit, on la soigne, elle se transforme petit à petit. Mm, Et puis tout d'un coup, il peut aussi faire que tout d'un coup, la plaie, elle s'infecte à nouveau. Et ça mm, revient. Il y a à nouveau des émotions difficiles qui mm. reviennent, etc. Et on reprend soin de cette plaie, et ça s'apaise, et ça cicatrise tranquillement, à son rythme. Et comme tu dis, cette cicatrice reste après à vie. Mm. Elle sera toujours là. Et voilà, juste la question, c'est après, ben, comment je fais avec ça aujourd'hui? Comment j'avance avec ça? On ne peut plus la cacher, elle est là, elle est en nous, en soi. Enfin, voilà. Mm, mm. C'est Et clair. comment avancer avec ça? Bon, bah, en tout cas, sur s'il y a des personnes qui sont intéressées pour, parce que justement, Aurélie s'est spécialisée là-dedans, justement, dans l'accompagnement euh, Dans l'accompagnement, donc plus spécifiquement du deuil périnatal, ouais. mais après, voilà, j'ai déjà eu en séance des personnes qui ont perdu aussi des proches, Mm, et voilà, j'accompagne également, puisqu'après, l'accompagnement de base, en fait, la relation d'aide par le toucher, mm, voilà, utilise des outils spécifiques donc corporels et de la thérapie verbale aussi. Donc voilà, c'est mm. adaptable Ouais. à des problématiques. Il y a des choses que tu fais à distance aussi ou? Ça m'est arrivé d'accompagner des personnes à distance qui ne pouvaient pas se déplacer, Ouais. mais je préfère quand même en présentiel. Ok.
Et même quitte à, je le dis, à vous déplacer même pour un week-end, parce qu'elle a de quoi loger. Tout à fait. J'ai en fait dans mon habitation, on a un logement en rez-de-jardin de notre maison, voilà, qui peut être totalement indépendant avec tout ce qu'il faut. Et donc l'accueil pour des séjours de ressourcement chez moi, voilà, avec un programme personnalisé en fonction de ce que la personne a besoin en fait. Dans la Vallée Verte, en Haute-Savoie. Je mettrai les infos justement dans la description au passage avec plaisir. En tout cas, moi, je suis allé. Alors, j'ai pu avoir un moment justement de partage, de massage aussi, et puis de verbalisation en passage. Et c'est moi, je conseille à chacun à un moment donné, juste en étape, déjà soit en étape de sa vie tout court, mais de juste prendre un temps, un instant. En plus, c'est super joli. Il y a plein de nature. Donc, vous allez vous régaler. Donc, en tout cas, j'encourage, en tout cas pour ceux et celles qui se sentent en vie ou qui en ressentent le besoin ou qui se disent, tiens, pourquoi pas, de contacter directement Aurélie. Merci, c'est gentil. Je voulais terminer par une histoire on va dire, qui me parle beaucoup et qui clôturera un petit peu tout ce qu'on s'est dit, et pour donner une dynamique aussi, pour les vivants, pour vous qui écoutez, ceux qui sont encore là, en tout cas, pour cheminer, on va dire, sur sa vie perso. C'est une histoire qui, à chaque fois, moi, me met des frissons. C'est de m'imaginer à la fin de ma vie où il y a, admettons, peu importe nos croyances, mais on finit dans un endroit, on finit dans un endroit, et puis il y a une longue queue comme ça, il y a une longue queue de personnes, puis tout au bout de cette queue-là, il y a un monsieur qui est derrière son pupitre avec un gros grimoire, comme un gros classeur. Et puis, il vient à mon tour, et puis il dit, bon, alors, bonjour, alors vous êtes qui? Alors, Colin, d'accord, alors, et puis là, il y a une page face à lui, avec plein de choses écrites dessus. Il dit, alors, du coup, qui a été papa de 2 enfants? Oui, d'accord. Ensuite, qui a pu faire le podcast L'Autre Voix? Ok, très bien. Vous avez pu faire une entreprise personnelle, vous avez pu, du coup, vivre tel événement, etc. Bref. Ok, parfait. Il dit, donc vous, c'est la porte là-bas à gauche, s'il vous plaît. Et puis, je vois en même temps sur cette page tout plein d'autres choses, mais qu'il n'a pas coché. Et je reviens vers lui, puis je lui dis, non, mais je vous ai oublié des trucs, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah oui, non, mais ça, c'était toutes les choses qu'on avait prévues pour vous, mais vous n'avez pas eu le courage d'aller les vivre. Ah, d'accord. Et juste de penser à ça, moi, ça me... En tout cas, j'espère que vous aussi... si vous vous mettez à cette place-là, moi, rien que le fait d'y penser, de me dire, en fait, j'aurais pu faire plein de trucs, écouter ma petite voix, aller tester des choses, me faire plaisir sur des trucs, et j'ai pas osé. Et une fois que c'est fait, c'est trop tard, c'est trop tard. En tout cas, merci Aurélie d'avoir pris ce temps-là ensemble. Merci à toi. Et puis, écoutez, à toutes celles et ceux qui auront écouté ce podcast-là, pour terminer, si il y a une personne que vous connaissez de votre entourage, un proche, un moins proche, ne serait-ce qu'une ou deux, si vous pouvez lui partager cet épisode-là, si vous sentez que ça peut lui être bénéfique, ça sera avec grand plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur L'Autre Voix.